Salut Lucie, comment tu vas? Salut Louise, ça va très bien et toi? Mais génial. Écoute, je suis ravie de t'accueillir sur cet épisode de podcast. Je te propose de commencer tout de suite en nous disant qui tu es et d'où tu viens. Très bien. Alors je m'appelle Lucie, j'ai 27 ans. J'ai été adoptée au Vietnam en 95, dans la province de Tay Binh, au sud-est d'Hanoï, donc dans le nord Vietnam. Et donc j'ai été adoptée par deux parents français et du coup j'ai grandi à Metz, dans le nord-est de la France. Et mon expérience d'adoption, du coup, c'est quelque chose dont j'adore parler, dont j'avais beaucoup envie de te parler aujourd'hui. Et j'ai aussi cette double expérience parce que en 2003, j'ai été avec mes parents adopter mon petit frère Juan au Guatemala. Ah oui, donc toi t'as été adoptée et t'as vu ce que c'était d'adopter quelqu'un dans ta famille en plus. Exactement. Qu'est-ce que tes parents t'ont raconté autour de ton adoption? Alors ils m'ont raconté que c'était une super expérience pour eux. Donc déjà, donc les raisons de l'adoption, c'est parce que ma mère a eu un cancer des ovaires en 93 et donc ils m'ont eu en 95. Donc on peut dire que c'est un process assez rapide pour un processus d'adoption. Ils avaient du coup ce fort désir d'enfant et eux ils ont décidé donc d'aller au Vietnam en autonomie, donc de partir avec leur sac à dos en prenant un mois de congé. Donc j'ai eu l'occasion de leur poser la question du pourquoi le Vietnam et pourquoi l'avoir fait de cette façon. Donc en fait à l'époque en 95, c'était bien de se faire accompagner en fait par des associations et ces associations elles étaient souvent catholiques et c'est pas quelque chose qu'ils avaient envie de faire et ils avaient trouvé une autre association indépendante qui s'appelle Fleur Blanche et qui en fait les a aidés à trouver des comités populaires donc c'est un peu l'équivalent d'une préfecture du coup qui pouvaient les aider, mais finalement ces administrations locales ne leur ont pas été d'une très grande aide sur place, et c'est pour ça qu'ils se sont débrouillés avec les moyens du bord, comme on dit. Et du coup comment on s'est rencontrés, on peut dire. Donc eux ils habitaient chez l'habitant, chez une logeuse, et en fait au bout de 15 jours, 3 semaines, en voyant qu'ils avaient vraiment des difficultés, cette logeuse leur a donné le contact d'interprètes qui ont pu contacter eux-mêmes des structures et c'est comme ça qu'ils ont trouvé du coup mon orphelinat à Tay Binh, donc sachant que l'orphelinat est une structure d'État et comme ça ils ont pu avoir un rendez-vous avec le directeur de l'orphelinat et monter un dossier et une fois qu'il avait donné son accord on a pu partir ensemble et ensuite revenir pour la signature, le jugement et tous les process administratifs. Juste pour que je comprenne bien, t'es partie du Vietnam en France et t'es revenue très rapidement après pour les papiers, etc. Ou tout s'est passé sur la même période? Tout s'est passé sur le territoire vietnamien. D'accord. Ok. C'est juste qu'effectivement, normalement, tant que le dossier n'est pas signé, tu ne peux pas repartir avec l'enfant. Et là, ça s'est fait exceptionnellement, mais du coup, on était logés à côté, quoi. Et ils sont revenus pour pour officialiser la chose. D'accord. Est-ce que t'as su pourquoi tes parents biologiques ont décidé de te confier à l'adoption? Alors oui, donc j'ai eu une lettre de ma mère biologique, donc qui explique que elle n'a pas les moyens financiers de me garder parce qu'elle doit aller s'occuper de son père qui est une personne âgée et qui du coup n'a pas de retraite. La retraite n'existe pas au Vietnam. D'ailleurs, dans l'orphelinat où j'étais, il y avait des enfants de tout âge, mais il y avait aussi des personnes âgées parce que les familles ne peuvent plus s'en occuper et donc du coup les personnes âgées sont à l'orphelinat. Et du coup, ce qu'elle voulait, c'était me laisser à un monde meilleur, à une famille qui aurait vraiment les moyens, donc que ce soit des Européens ou des Américains, mais en tout cas des populations plus riches que celles de l'Asie du Sud-Est, pour que je puisse me développer avec tous les moyens financiers qu'elle n'aurait pas pu me donner. Et pour moi, j'ai vraiment pris ça comme un acte de bienveillance de sa part, et qui, je pense, m'a beaucoup aidée du coup dans ma construction. Et cette lettre, tu l'as toujours eue ou tu l'as eue plus tard quand tu étais un peu plus âgée? Alors, moi, je ne l'ai jamais vue, en fait, parce que de toute façon, elle est en vietnamien, donc je ne pourrais pas la lire moi-même. Et c'est du coup les interprètes qui l'ont lue à mes parents. En fait, elles l'avaient laissée tout simplement à l'orphelinat, à la base, cette lettre. D'accord. Donc du coup, après, j'imagine que tu rentres en France avec tes parents. Oui. Comment se passe ton enfance? Eh bien, l'enfance se passe très bien. Donc moi, je n'ai pas eu, d'annonce officielle de mes parents qui m'annoncent que je suis adoptée, parce que ça se voit. Et donc du coup, j'ai été élevée avec cette certitude et que c'était une chance, qu'on s'était trouvés, que ils avaient un si fort désir d'enfant que je pense que ça s'est senti aussi. Tout s'est très bien passé, je veux dire, à l'école. Au niveau de la représentation, il y avait aussi d'autres Asiatiques à l'école maternelle.
dans ma classe. Et je pense que ça a aidé aussi pour ma construction. Et c'était un non-sujet avec mes amis, par exemple. Et la première fois que j'y ai été confrontée, c'était au collège, donc dans une engueulade d'ado, où du coup la personne avec qui je m'engueulais m'a appelé Sushi et a demandé à toute la classe de m'appeler Sushi. Et effectivement, ce n'est pas une insulte, mais à l'époque, c'était énorme pour moi parce que c'était la première fois qu'on me confrontait à ça, alors que moi j'étais fière, quoi. T'en as parlé à tes parents de ça? Et forcément, bon, première réaction, énervement, et puis bon, m'expliquer qu'en fait, qu'effectivement, le racisme, parce que c'est du racisme, ça va arriver, effectivement, eux ne sont pas préparés à ça, parce que ils sont blancs en France, mais je trouve qu'ils l'ont très bien pris, m'ont accompagné. C'est aussi quelque chose dont j'ai pu parler à l'administration du collège, qui eux aussi ont compris, ce qui est, je pense, aussi important. J'en avais parlé aussi à mes professeurs pour qu'ils soient un peu attentifs à comment, aux interactions que je pouvais avoir en classe avec les autres élèves. Et finalement, c'est quelque chose qui s'est bien passé, enfin qui m'a pas laissé de grosses séquelles parce que j'ai été bien accompagnée et j'ai tout de suite compris que le problème ne venait pas de moi en fait, que c'était eux qui étaient en tort. Mais effectivement, ça aurait pu me laisser d'énormes séquelles. Et aussi, j'ai pu parler plus tard avec les gens avec qui ça s'est passé, avec qui je m'étais engueulée à l'époque, qui se sont excusés, qui m'ont dit que c'était inadmissible et que en fait c'est une engueulade d'enfants parce que j'avais 13 ans, on est encore des enfants, mais qui finalement est quand même révélateur de quelque chose, quoi. Ouais, et c'était la première fois où t'étais du coup confrontée à cette forme de racisme en fait, alors qu'avant ça avait été plutôt soft sur le sujet. C'est ça, voire inexistant. Et quand tu dis que tes parents t'ont accompagné, qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont mis en place par rapport à ce racisme? En fait, depuis toujours, on a une communication hyper ouverte. Donc moi, j'ai aucun souci à leur parler de tout, même pendant mon adolescence. Dès que j'ai un souci, j'ai une grande facilité à me confier à eux. Parce que je sais qu'ils ne vont pas me juger et que en fait ils sont pas formés, mais ils sont au courant des éventuelles difficultés qu'on peut avoir en tant qu'enfant adopté. Et du coup, moi je voulais plus aller à l'école, clairement. Et finalement, ça m'est passé parce que je veux dire, surtout au collège, on y va à 8h, on repart à 16h, on n'a pas le temps après de traîner sur place, de discuter avec les autres. Donc j'ai fait mon bout de chemin, j'allais en classe, je revenais, puis je laissais couler et je faisais aussi bien comprendre aux autres que c'était totalement inapproprié, quoi. Tu disais que t'as un petit frère qui a été adopté après toi, oui. C'est ça? Est-ce que tu veux nous en parler? Parce que du coup, toi, t'as le côté... il a été adopté combien de temps après toi? Tu disais 8 ans, c'est ça. Donc t'as vécu en fait aussi tout le chemin de tes parents, le voyage, la rencontre avec ce petit frère. Oui. Je te laisse nous en parler un peu plus en détail. Comment t'as vécu cette expérience? Donc mon petit frère s'appelle Juan et donc on l'a adopté à Guatemala City. Et nous on logeait à Antigua, qui est une région volcanique en fait du Guatemala. Donc moi j'avais 8 ans, donc j'ai arrêté l'école. Donc je devais être au CE2. Donc j'ai arrêté l'école pendant 1 mois et on est de nouveau parti. Donc cette fois dans un cadre spécifique, parce que pour le Guatemala, en fait, il nous donne une liste d'avocats spécialisés et il faut choisir un avocat parmi cette liste. Juste une mini question, c'était des échanges que tu avais avec tes parents avant ce départ au Guatemala, d'avoir un petit frère ou une petite sœur. Enfin, comment c'est venu pour échanger entre vous cette nouvelle adoption dans la famille? Alors je t'avoue que j'en ai pas du tout souvenir. Ça s'est fait hyper naturellement. Bon, après j'étais assez petite, mais je comprenais quand même bien de quoi il retournait. Mais j'ai pas du tout souvenir. Je sais pas, ça s'est fait naturellement. Mes parents, du coup, viennent tous les deux d'une fratrie de 4 frères et sœurs. Donc, je pense qu'ils m'ont dit aussi que, ils ont tous des liens privilégiés avec leurs frères et sœurs, donc c'est quelque chose qu'ils voulaient que je connaisse aussi. Et puis, comme mon process d'adoption a été très long et qu'on a fini mes papiers qu'à 6 ans, après le temps que ça se fasse aussi, le process pour adopter Juan, 8 ans, ça me semble assez logique comme temps, du coup. Sinon, ça se serait fait sûrement un peu plus tôt, si ça avait été plus rapide. Est-ce que, je suis désolée, du coup, on s'égare un peu du sujet de ton frère, mais on va revenir un peu sur toi. Qu'est-ce que tu entends par que ton process d'adoption a pris 6 ans?
on a eu des difficultés administratives en fait au niveau du jugement pour avoir l'adoption plénière. Donc l'adoption plénière, ça veut dire que ta mère biologique ne peut pas revenir te chercher si elle change d'avis et que tu as exactement les mêmes droits qu'un enfant biologique face à tes parents adoptifs. Et donc ça a pris énormément de temps parce qu'il fallait une lettre manuscrite de la mère biologique qui écrit noir sur blanc qu'elle accepte de perdre ses droits parentaux, qu'elle accepte l'adoption internationale et donc qu'elle abandonne son enfant. Très compliqué parce que c'est pas juste que ce soit la justice française qui gère les lois et ce qui se passe au Vietnam. Comment retrouver cette femme pour qu'elle écrive une lettre et comment la forcer à écrire ces mots qui sont très difficiles et ce qu'elle a fait en me laissant à l'orphelinat, c'est déjà un acte tellement difficile pour elle. Comment lui demander de revenir là-dessus et de lui dire qu'elle m'abandonne alors que c'est pas du tout son intention première. Et donc finalement, mes parents ont réussi à se battre contre ça et à passer outre. Donc il y a eu plusieurs jugements, ça a été assez compliqué. Et heureusement, finalement, ça s'est fait, mais moralement, ça a quand même été long pour eux. Forcément, il y a cette peur aussi, même si on se doutait que ma mère biologique n'allait pas revenir me chercher, c'est quand même mieux quand c'est officialisé dans les règles de l'art, on va dire. Donc en fait, oui, 6 ans pour que administrativement ton adoption soit réglée, et 2 ans après, vous partez au Guatemala chercher ton petit frère. Du coup, qu'on a été chercher à l'orphelinat, du coup j'étais avec eux, que moi j'ai un souvenir très vif de l'orphelinat, de voir plein d'enfants, que ce soit des nouveau-nés, ou donc mon frère avait 10 mois quand on l'a adopté. Donc d'autres bébés de son âge, des enfants aussi de mon âge, donc qui avaient 8 ans, qui me faisaient des sourires. Et en fait, ça, même j'avais bien compris que ça brise le cœur quoi, de les voir tous comme ça au même endroit, parce que ils sont nombreux. Et du coup, on a pu rencontrer donc la femme qui s'occupait de mon frère. Donc, je pense que c'est une femme qui leur donne des soins, qui doit gérer, je pense quasiment une dizaine d'enfants. Elle était super heureuse pour lui. Elle avait les larmes aux yeux de nous le donner et de savoir qu'il avait réussi à être adopté et qu'il partait pour vivre de nouvelles choses. Moi, j'avais envie de tous les adopter. Ils étaient tous mignons. Puis, je pense que c'est surtout quelque chose que j'ai réalisé en voyant ceux de mon âge. De voir que moi j'avais j'allais dire la grande vie quoi, je vais à l'école, j'ai des parents super et eux ils attendent, et on sait que plus on est âgé, plus c'est compliqué, ne serait-ce que pour la barrière de la langue et les éventuels traumatismes qu'il y a aussi plus on grandit quoi. Donc c'est sûr que c'est hyper fort. Bon, évidemment aussi la rencontre avec mon frère est hyper forte. Au début j'ai pas réalisé tout de suite, je me dis bon c'est lui quoi. Enfin ça y est, c'est la personne sûrement dans ma vie avec qui je vais passer le plus de temps. Donc voilà, c'est lui. Et quand vous étiez au Guatemala, vous étiez dans une famille aussi comme tes parents en Vietnam? Alors on était dans une résidence où en fait c'était plein de familles qui attendaient aussi d'avoir leur bébé. Et du coup c'était aussi hyper émouvant de voir que il y avait des familles du coup qui ont réussi à adopter avant nous, et du coup ils arrivaient dans la maison, tout le monde était hyper heureux pour eux. Du coup, à la fin, il y avait plein de bébés. C'était super. Puis c'était en décembre, alors au Guatemala, je veux dire, ça n'avait rien à voir. On mangeait des fraises en décembre. Donc c'était aussi une ambiance hyper chaleureuse. Je garde un super souvenir, en tout cas. Et alors, du coup, vous rentrez avec ton petit frère en France. Oui. Comment ça se passe, ce retour en France, tous les 4? Ça se passe très bien. Je me rappelle pas de difficultés particulières. Parce que je pense dans ma tête, dans mes souvenirs, moi j'avais envie d'avoir un grand frère. Sauf que dans la vie, ça se passe pas comme ça. Et du coup, j'ai eu un petit frère. Vu que j'avais déjà 8 ans, j'ai pu aussi beaucoup m'en occuper, lui donner le biberon, jouer avec lui. Donc encore maintenant, on est super proches. Et évidemment, je pense que le fait qu'on soit tous les deux adoptés, ça joue. On partage quelque chose de particulier. Et c'est quelque chose dont on m'a beaucoup parlé. Je pense notamment aux gens qui m'ont déjà demandé, enfin du coup quand on a eu Juan, qui m'ont dit mais est-ce que tu vas l'aimer comme un vrai frère? Bon, sans commentaire, parce que c'est mon vrai frère, tout simplement, voilà. Je veux dire, il me connaît depuis qu'il a 10 mois, donc c'est mon frère quoi. Et ensemble, en grandissant, vous parlez de l'adoption entre vous? Alors oui, un petit peu. Juan n'a pas eu de lettre, mais il a une photo de sa mère biologique.
qu'il a vu, je pense, qui est dans son dossier. Moi, ce que j'ai pu voir aussi, c'est comment mes parents lui ont expliqué, en fait, et comment lui il réalisait les choses. Donc, par exemple, quand il parlait de sa mère biologique, il parlait de la dame qui l'avait dans son ventre. C'était hyper mignon. Enfin, de ce que j'en sais, donc aujourd'hui, il a 19 ans, il l'a super bien vécu, au même titre que moi. On n'a pas été élevés exactement dans les mêmes conditions, mais au niveau de l'adoption, c'est aussi un non-sujet pour lui. De la même façon que moi. Et lui a été confronté au racisme à l'école primaire, par contre. C'était, pareil, une fille, je sais pas, il me semble que c'était vers le CE2, pareil, il s'était engueulé pour des raisons d'enfant. Et elle lui avait dit, de toute façon, t'as été adoptée parce que tu es couleur caca. Donc pareil, réaction, moi j'étais prête à aller à péter un câble devant l'école. Et je me suis dit, n'oublie pas, enfin, c'est une petite fille, quoi. Et si elle dit ça, c'est pas anodin. Donc, on avait été voir les parents pour avoir des explications, pour qu'après, nous, on puisse expliquer les choses correctement à Juan. Et en fait, les parents nous avaient dit, sans grande surprise, en même temps, c'est vrai qu'il est foncé. D'accord, oui, donc en fait, il y a un terreau familial chez cette personne-là qui fait que forcément l'enfant va répéter des choses qu'il a dû entendre ou qu'il a intégrées, sans même pour autant, pour cette petite fille, se rendre compte de la portée de ces mots. C'est ça. De toute façon, oui, à son âge, ça semblait logique, mais forcément, c'est aussi un choc, parce que c'est pas une insulte anodine, ni une insulte, entre guillemets, classique, quoi. C'est tout de suite son identité qui est remise en question, pourquoi il a la peau foncée, pourquoi pas les autres. Et puis le Guatemala, c'est une culture qui est assez peu connue aussi, du coup, les gens savent pas trop où est le pays, ils savent pas trop, quoi. Et là, j'imagine que tes parents, un peu comme pour toi à l'époque, ont beaucoup accompagné, écouté, pour que ça se passe plus légèrement pour lui. C'est ça. Bon, après, je te cache pas que l'émotion joue beaucoup et qu'on lui a expliqué que ces gens-là, il y avait de grandes chances pour qu'il arrête de les fréquenter, parce que clairement, c'était pas des gens bienveillants qui allaient être bienveillants avec lui. Mais finalement, ça nous est arrivé à maintes reprises dans notre vie plus tard, de croiser des gens de ce type avec qui on a plus envie d'échanger. Même encore aujourd'hui, je vois, maintenant qu'il a 19 ans, qu'il fait ses études et qu'il rencontre de nouveaux amis, souvent on lui pose des questions. Ça m'arrive aussi quand on rencontre des gens pour la première fois, qui sont un peu curieux de notre parcours, qui lui ont demandé, par exemple récemment, on lui a demandé combien il coûtait. Et il m'a posé la question, on dit, vaste sujet en fait. Ce qu'il faut que les gens comprennent, c'est que adopter un enfant, c'est pas adopter un chiot à la SPA, en fait. Et adopter un enfant, c'est pas de l'argent, c'est pas une histoire de donner de l'argent, recevoir un enfant, quoi. C'est un acte d'amour avant tout. Je sais que mes parents, ils avaient donné, évidemment pour les démarches juridiques, il y a de l'argent pour l'avocat, ce genre de choses, effectivement à l'avion, et tout le monde ne peut pas se le permettre, on conçoit ça complètement. Et aussi, je sais pour ma part, mais je pense que pour Juan aussi, ils ont dû faire un don à l'orphelinat, mais ça leur semblait totalement normal. Je veux dire, c'est une structure d'État qui en a besoin, quoi. Du coup, tu disais aussi quand même qu'aujourd'hui, c'est des choses auxquelles tu es confrontée. Oui. Quand tu rencontres une nouvelle personne, un peu curieuse, comme tu disais, oui. Qu'est-ce qui se passe en toi? Est-ce que tu as envie, tu vois, quand elle te pose des questions de où tu viens, etc., est-ce que tu as envie de le partager ou est-ce que tu n'as pas envie ou comment tu vis ça? Alors en fait, moi je vois assez vite si c'est de la curiosité mal placée ou si c'est vraiment quelqu'un qui a envie de me connaître. Si je vois que c'est de la curiosité mal placée, je mets un stop assez rapidement. Je pense souvent c'est des amis d'amis qui s'intéressent pas directement à moi ou des gens qu'on voit qu'une fois en soirée par exemple. Très récemment, le mois dernier, je vais à une soirée donc chez des amis, donc il y a des amis de cet ami et quelqu'un me demande est-ce que je fais mes propres nems? Et en fait, juste, je souffle, je hausse les sourcils et je réponds même pas. Parce que c'est juste déplacé, en fait, on se connaît pas. Et sous prétexte que je suis asiatique, enfin, moi, j'ai pas... Est-ce que moi, je joue sur éventuellement vos traumatismes d'enfance, en fait, au bout de 10 minutes de conversation? Pas du tout, et je me permettrai pas de le faire, donc je refuse de répondre, en fait. Tu es confrontée à des clichés vraiment très forts. Enfin, c'est vraiment ce qui ressort principalement dans ce côté racisme dont tu es victime. Oui, et surtout, ce qu'on m'en dit souvent, c'est que le racisme envers les Asiatiques est moins dur que celui pour d'autres minorités. Et ça aussi, ça m'énerve.
Donc en fait, le racisme sur les Asiatiques, je trouve qu'il est vachement adouci par rapport au racisme envers les autres minorités, parce qu'on me dit beaucoup que c'est pas grave, que les Asiatiques ont globalement une bonne image, par exemple, je sais pas, plus intelligent, par exemple, alors que ça n'a rien à voir en fait. Moi, ce que je leur dis souvent, c'est que le racisme, en fait, c'est un délit, c'est pas une opinion. Enfin, ils ont pas à faire ça. À partir du moment où ils me disent quelque chose qu'ils n'auraient pas dit à quelqu'un d'autre qui n'est pas asiatique, ça ne me convient pas. Et surtout si on se connaît pas. Parce que ça peut arriver que j'ai des blagues par mes amis que je connais depuis 10 ans. C'est complètement différent de quelqu'un que je connais depuis 10 minutes et qui veut juste savoir d'où je viens. Et c'est quelque chose qui s'est passé par exemple aussi quand j'ai fait mon Erasmus. Donc j'ai fait mon Erasmus à Berlin pendant 6 mois. Et je suis restée 1 an au complet après. Quand les gens me demandaient d'où je venais et que je répondais je viens de France, on me disait non mais vraiment, d'où est-ce que tu viens? Et c'est très énervant parce que ma seule nationalité c'est la nationalité française. Je ne parle pas vietnamien aussi, c'est quelque chose qu'on me demande souvent. C'est peut-être quelque chose que j'apprendrai plus tard, mais ça m'intéresse pas forcément pour l'instant. Et c'est vrai qu'en fait tous ces clichés qui peuvent ne paraître rien pour les autres, pour moi c'est l'accumulation aussi. C'est vraiment à chaque fois que je vais rencontrer quelqu'un, on va me demander bon t'es de quelle origine? Bon, à la limite ça me dérange pas. C'est vraiment pousser le truc. Ah ouais, adopter, mais pourquoi? Et ça par exemple me demander pourquoi je suis adoptée, je trouve que c'est quelque chose de personnel, même si ça me dérangerait pas d'en parler à quelqu'un avec qui j'ai vraiment envie de développer une amitié, mais je me sens pas à l'aise d'en parler avec des inconnus. Et surtout, les réactions sont vraiment mitigées. Il y a souvent une grande gêne de leur part, qui sont désolés, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que t'as pas trop de traumatisme? Et parfois ils ont une réaction positive, mais que je trouve un peu bizarre. C'est ceux qui me disent oh tes parents, du coup c'est vraiment de belles personnes. Oui, enfin moi je les trouve super, mais c'est encore ce truc, ce côté SPA quoi. Ils m'ont pas, c'est un peu le grand blanc qui vient sauver la minorité. Il s'est dit c'est pas ça qui s'est passé en fait. Et nous, en tant qu'enfants adoptés, on n'a en fait rien demandé à personne. Ça. Et puis heureusement qu'il y a un suivi. Enfin, je sais que mes parents, avant d'adopter, ils ont eu un suivi psychologique, par exemple. Il y a la police qui est venue chez nous aussi pour regarder que tout se passait bien. Donc c'est pas du tout anodin. Et heureusement, moi j'ai des amis pour qui l'adoption s'est plus mal passée. Mais je trouve que c'est compliqué de vraiment distinguer. Est-ce que c'est l'adoption qui s'est mal passée? Est-ce que c'est vraiment cet événement qu'ils ont mal vécu, ou est-ce que c'est après l'éducation en fait juste de leurs parents adoptifs qui leur a pas convenu? C'est difficile de faire la différence, je trouve. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est des questions que je me pose aussi. Alors moi j'avais déjà vu sur Instagram, c'est un compte qui s'appelle Paye ton adoption, avec des témoignages et des clichés. Et j'avais vu par exemple qu'il y avait des enfants adoptés qui finalement se retrouvent dans des familles racistes. Et pour moi c'est complètement délirant quoi. Comment ils ont pu en fait passer ce process sans, déjà le vouloir et ensuite aller au bout du process quoi. Quelle est ta relation avec tes parents aujourd'hui? Alors on a une relation vraiment fusionnelle. Donc cette communication, comme je t'ai dit, hyper ouverte, qui s'est jamais arrêtée. Donc actuellement, avec les aléas de la vie, je vis chez eux et en fait ça se passe hyper bien. Faut savoir qu'en fait mon père a fait une dépression suite à un burn-out en 2007. Donc Juan n'avait que 4 ans, donc c'est pour ça que je dis qu'on n'a pas été élevés exactement de la même façon, parce que mes parents n'étaient pas dans les mêmes dispositions. Et c'est quelque chose aussi que moi j'ai dû gérer en tant qu'enfant, parce qu'en 2007 j'étais pas très vieille. Et finalement, je pense que c'est ces difficultés de la vie qui ont fait qu'on est vraiment devenu hyper soudés, en fait, qu'on se soutient. Et je pense aussi que le fait, du coup, d'avoir été confronté à ça sur un sujet de santé mentale, en fait, tout simplement, ça a encore plus renforcé notre envie, j'allais dire, de respect, de tolérance, la prise de recul, ne pas juger les gens au premier abord. Et franchement, ouais, ça se passe hyper bien. T'as fait une crise d'ado un peu ou pas? Pas du tout. Bon, d'accord. Ouais, je sais. Mon frère un peu, mais aucune remise en question identitaire en fait. Plus le classique que les parents sont pénibles, on a envie de partir, ils comprennent rien à notre vie, mais aucun souci identitaire. Est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé que tu as envie de nous partager?
Non, bah moi je voulais vraiment te parler de mon expérience parce que j'ai une image très positive de l'adoption que j'ai rarement vue autour de moi parce que je connais, enfin j'ai rencontré dans ma vie pas mal d'autres personnes adoptées qui ont pas le même parcours. Par exemple, ceux qui n'ont pas été adoptés en orphelinat et qui ont été trouvés dans la rue, qui ont une construction complètement différente, par exemple, parce qu'ils ne savent pas d'où ils viennent, par exemple. Parce que moi, je connais la ville où je suis née, donc j'ai une amie qui est libanaise, qui n'a aucune idée de quelle partie du Liban elle vient. Et finalement, dans sa construction, ça s'est compliqué. Et elle a été adoptée par sa mère seule aussi. Et j'ai aussi une autre amie, en fait, que mes parents ont rencontrée dans la guest house dans laquelle ils vivaient au Vietnam, qui, elle, adoptait seule. Et à l'époque, c'était encore plus compliqué de s'en sortir seule. Et du coup, moi, j'ai repris contact avec sa fille. Donc, on vient du même coin. Et elle, par exemple, n'assume pas du tout. Et on en avait parlé, je pense qu'on était au lycée, donc grande période de construction. Et elle m'avait dit que elle, quand on lui demandait, elle disait qu'elle était espagnole. Et ça m'avait vraiment fait de la peine pour elle parce que vietnamien et espagnol, bon, on n'a pas grand-chose à voir physiquement déjà. Et le fait qu'effectivement, pour elle, c'était vraiment vécu comme une honte. Et je pense qu'elle avait pas du tout pu en parler avec sa mère, qui avait, en tant que mère célibataire, avait dû avoir beaucoup plus de difficultés sur tous les plans, en fait, pour l'éduquer et pour l'adopter. J'ai envie que les gens se disent, que ce soit les enfants adoptés ou les gens qui veulent adopter, que ça peut super bien se passer, en fait. À partir du moment où tout le monde en a envie, que c'est réfléchi, que vraiment, moi, depuis toujours, alors autant j'ai eu d'autres soucis liés voilà à mon identité, mais cette certitude que mes parents et moi on était faits pour se trouver et qu'ils seront toujours là quoi qu'il arrive, c'est quelque chose vraiment qui m'a porté, qui m'a aidé dans la vie. Je veux dire, pour un exemple bête, après une rupture où tu perds quelqu'un d'important pour toi, moi je me suis toujours dit j'ai mes parents derrière quoi qu'il se passe, en fait. Et je sais que les gens qui me font des remarques racistes, qui me critiquent, que moi je n'ai rien à voir là-dedans, en fait. Et que c'est vraiment eux qui sont en tort, parce que je sais que j'ai de la chance d'être là, quoi. Tu viens de dire que tu avais rencontré d'autres soucis par rapport à ton identité. Oui. Je pense par exemple au fait que j'en parlais il y a pas longtemps avec une amie, parce que c'est toujours bien d'en parler aussi de ces problématiques-là, que je suis l'aînée d'une fratrie, et que par exemple je pense que je me suis mis beaucoup plus de pression que si j'avais été la cadette. J'en parle aussi avec mon frère, du coup, parce que souvent je sais pas, je le vois faire quelque chose et je lui dis si ça avait été moi au même âge, ça se serait pas passé de la même façon. Et je pense aussi du coup j'ai 27 ans, mais c'est un processus qui m'arrive souvent, en fait. J'analyse beaucoup les expériences que je vis, qu'est-ce que ça m'a apporté, d'où ça vient, et c'est quelque chose aussi que je fais beaucoup chez les autres. Quand je vois certains comportements, je me dis d'accord, mais pourquoi, d'où ça te vient, est-ce que c'est lié à quelque chose que tes parents ils ont vécu. Bon, les gens sont plus ou moins à l'aise après avec le fait de m'en parler, et souvent ils sont aussi pas au courant d'où peuvent venir leurs comportements, parce que ils ont pas interrogé leurs parents sur le sujet, ou eux ne se sont pas posé la question. Mais c'est vrai que moi c'est quelque chose que je fais hyper naturellement. Je veux savoir pourquoi. Je suis une grande observatrice. Parfois, il faudrait aussi que je passe plus à l'action au lieu d'analyser pendant 20 ans la situation. Mais moi, j'aime bien ce trait de ma personnalité, parce qu'effectivement, je suis pas dans le jugement hâtif, oui. Mais après, effectivement, c'est plus ou moins bien reçu par les personnes à qui j'en parle, parce qu'effectivement, il y en a qui ont pas envie de faire ce travail-là. Il y en a qui ont aussi mis plein d'expériences et de sentiments sous le tapis et qui ont pas forcément envie qu'on en parle et de les ressortir, ce que je comprends bien. Et alors, j'ai une petite question aussi. Est-ce que tu as prévu de retourner au Vietnam? Est-ce que tu y es déjà retourné depuis ta naissance, ou est-ce que tu as aussi prévu d'y aller? Alors, je n'y suis jamais retournée, mais c'est quelque chose que j'ai envie de faire, qui se fera en temps voulu. Quand j'en parlais avec mes parents, ils avaient aussi envie d'y retourner quand on serait adulte, ou quand on aurait au moins assez âgé pour comprendre ce qui se passe, que ce soit pour moi ou pour Juan, hein. Et c'est aussi des voyages forcément qui, eux, les ont marqués parce qu'ils ont adoré le pays. Bon, forcément avec la notion sentimentale qui joue un énorme rôle là-dedans, mais je sais pas si j'y retournerai avec eux, mais j'y retournerai
Je pense que c'est important pour voir ma ville natale, à quoi ça ressemble. Évidemment, j'ai vu beaucoup de photos. Mes parents m'ont hyper vendu le truc, que c'était merveilleux, que les Vietnamiens sont super sympas. C'est aussi un endroit qui est fortement touché par le tourisme, un peu moins que la Thaïlande, mais je veux dire, la baie d'Along, c'est connu justement ça va pas être préservé très longtemps, donc il faut que j'y aille, ça devrait se faire. Est-ce que tu as le projet, ou pas, de retrouver ta mère biologique? Alors, pas du tout. Les gens trouvent ça bizarre, mais moi, c'est quelque chose qui ne m'a jamais intéressée. Parce que déjà, je me dis, admettons, on se voit. En fait, la barrière de la langue, déjà, serait qu'on pourrait pas communiquer ensemble. Je n'aurais aucune idée de par où commencer pour la trouver, parce qu'elle a du coup complètement changé de région, je suppose. Mais effectivement, c'est pas du tout quelque chose qui m'intéresse. Je saurais pas vraiment te dire pourquoi. Peut-être parce que je suis tellement du coup installée moi dans ma vie de mes parents sont mes parents en fait. Je remercie grandement cette femme sans qui je ne serais pas là, mais c'est vrai que ça m'a jamais intéressée de faire des démarches pour la revoir. Ce que je me disais, c'est peut-être les enfants qui n'ont pas de réponse à leurs questions peuvent avoir une propension plus forte à vouloir retourner dans leur pays d'origine et retrouver les liens biologiques, en tout cas, pour peut-être avoir des réponses. Carrément. Voilà. Après, c'est propre à chacun avec, c'est ce que je prône aussi dans ce podcast, hein, chacun avec son histoire, chacun avec son expérience, et chacun fait ce qu'il a envie de faire et ce qui lui tient à cœur avant tout, quoi. Totalement. Ah, j'avais fait un petit paragraphe sur la représentation. Vas-y, je t'écoute avec plaisir. Parce que cette année, je pense que peu de gens sont passés à côté du scandale de la petite sirène qui est noire. Moi, j'ai été hyper touchée de voir les petites filles qui regardent la télé, qui sont hyper contentes en fait. Et moi, je voulais en parler parce que pendant longtemps, je suis Mulan en fait. Un truc tout bête, par exemple. Finalement, ça s'est pas tant passé quand j'étais enfant, ça s'est passé plus tard. Quand je faisais mes études supérieures, donc on avait tous plus de 20 ans, j'étais dans une asso audiovisuelle et on avait fait un petit jeu où tu devais mimer des films. Et donc des films de toutes sortes. Et quand il y a eu Mulan, quelqu'un m'a pointé du doigt et j'ai pété les plombs. Je ne suis pas Mulan et tous les Asiatiques ne sont pas Mulan et pitié, ayez d'autres représentations en fait. Et je veux dire, ça s'est aussi passé dans des conversations avec des amis, quoi, qui me disent, les acteurs asiatiques, voilà, ils font du kung-fu et puis c'est tout, quoi. Et un film, que ce soit des films américains ou français où l'asiatique est un personnage principal, c'est rare. Moi, je regarde beaucoup, parce que j'y fais attention aussi, mais dans les films, je vois vraiment la petite case diversité qui est cochée. Un exemple. Il va y avoir un couple de voisins, comme par hasard, c'est un noir, souvent le mec est noir et l'asiatique et la femme est asiatique. Et voilà la petite case diversité, et ça m'énerve. Mais je pense effectivement pour les enfants, c'est hyper important. J'ai vu que Disney, ils ont sorti Alerte Rouge il y a pas longtemps, avec une petite asiatique qui vit au Canada mais qui est asiatique. Quand j'ai vu le film, je me suis dit que ce serait quelque chose, ça m'aurait fait plaisir de le voir, quoi. Parce que, évidemment, je m'identifie pas trop à Mulan, quoi. On vit pas le même quotidien. C'est particulier, hein, Mulan, quand même. Si tu me disais que tu vivais le même quotidien, je me poserais les questions. C'est ça. Non, je ne sauve pas la Chine dans mon quotidien. Je vois, en tout cas, de plus en plus, tu vois, pour les enfants, où il y a des poupées qui sont de différentes origines, qui commencent à être mises en rayon, etc. Dans les dessins animés, effectivement, aussi, il commence à y avoir un peu plus de diversité. Et je trouve que ça fait du bien, effectivement, sur cette question de la représentation. C'est hyper important. Et pour les enfants, d'autant plus, dans leur construction, c'est un sujet, c'est la base, je trouve. Clairement. Et quand j'en parle avec d'autres gens, ça peut paraître... pour eux, c'est un non-sujet, en fait. Alors que non, c'est hyper important. Moi, je me rendais pas compte. Je me disais juste que les gens qui m'appelaient Mulan, ils avaient rien compris à la vie. Mais pas que. C'est vrai que c'est hyper important d'en voir le plus jeune possible. Après, je suis très fière d'être vietnamienne. Je trouve ça un pays super. Mais oui, effectivement, de toute façon, c'est souvent le cas avec le racisme. Moi, je le vis très bien et c'est toujours les autres qui m'en ont parlé, quoi. Mmh. T'as imaginé des choses à mettre en place justement pour ce racisme
ou à un moment tu t'es dit il faudrait que ça existe, ou tu t'es raccroché à des choses aussi spécifiques? Plus dans mon quotidien, j'essaie vraiment d'éduquer les gens à ça. Effectivement, les gens où je vois qu'ils sont ouverts à la discussion déjà, qu'ils ont envie d'en parler, parce que ça peut aussi paraître très égocentrique d'avoir envie de parler de moi, de mon ressenti, et de leur expliquer pourquoi ce qu'ils ont dit c'est ok et c'est pas ok. Parce qu'il y en a aussi qui ont pas envie de se remettre en question, parce que ça les concerne pas, ils ont pas envie d'entendre parler de ma vie, bon, ok. Mais ceux à qui j'ai vraiment pu en parler, je dirais par mes plus proches amis, que j'ai vraiment éduqués à la question, j'ai l'impression maintenant, je vais dire aussi touchés que moi. Dès qu'il se passe quelque chose dans la rue, qu'on va me faire une remarque, ça va être les premiers à réagir, à dire que c'est inadmissible, à me défendre, à défendre les sujets auxquels ils n'étaient pas forcément confrontés eux-mêmes, mais parce qu'ils savent que ça me touche et que ce sont des sujets importants de société, ils vont s'y intéresser. Et moi, je trouve ça génial. Je prends un exemple. Ma meilleure amie, elle est blonde aux yeux bleus. Donc, elle est à 1000 lieues du racisme. Et vraiment, ça, c'est quelque chose maintenant qui la touche profondément. On en parle souvent. Elle me demande, par exemple, si quelqu'un m'a interpellée dans la rue, elle va me dire alors, comment tu l'as vécu, qu'est-ce que t'en ressors comme leçon. Et elle-même voudrait adopter aussi. Elle m'a dit, et ça m'a énormément touchée, qu'en fait je lui donnais un exemple hyper positif de ce que ça peut être l'adoption, et que ça lui donnait d'autant plus envie de le faire. Oh, c'est trop chouette. Et écoute, je lui souhaite plein de bonheur et que son chemin se construise, en tout cas avec ce magnifique projet. J'espère. Effectivement, c'est un projet, hein. Je sais pas quand est-ce qu'elle compte commencer les démarches, mais effectivement, c'est quelque chose de tellement fort. Je pense qu'elle aussi, elle a une sœur, donc elle voudrait en adopter plusieurs si c'est possible. Après, effectivement, c'est un chemin compliqué, mais qui vaut tellement le coup. Et évidemment que après, moi, je serai là pour l'accompagner là-dedans. Mais je trouve ça génial. Et toi, tu t'es déjà posé cette question d'adopter des enfants? Oui, mais pas tant. Enfin, je vais pas trop penser aux enfants de manière globale pour l'instant, déjà. Mais par exemple, avec mon dernier copain, on en avait déjà parlé, mais à une soirée, donc avec d'autres gens. Donc on en parlait globalement, quoi. Est-ce qu'on aura des enfants ensemble? Peut-être un jour, à partir de 30 ans, je sais pas, voilà. Des trucs assez globaux. Et il a dit, ouais, mais peut-être que Lucie, elle a cette envie d'adoption. Et je dis, pas forcément, en fait. Oui, j'ai envie de reproduire des schémas d'éducation que mes parents m'ont donnés. Après, est-ce que ce sera un enfant adopté ou un enfant biologique? Je me pose pas la question. J'attends d'avoir déjà le désir d'enfant, et puis on verra à ce moment-là. Voilà. Une chose à la fois. Super. Écoute, je te remercie infiniment d'avoir participé à cet épisode du podcast. Merci beaucoup pour ton partage d'expérience. C'est hyper précieux pour toi, comme je l'ai compris, pour moi aussi et pour tous ceux qui nous écoutent. Je mettrai ton compte Instagram dans les notes de cet épisode. Comme ça, les personnes, celles qui écoutent cet épisode, si vous avez envie d'échanger avec Lucie, lui faire un petit retour sur cet épisode, je pense que ça lui fera super plaisir. J'adore en parler, donc n'hésitez pas. Je te remercie infiniment, Lucie, et je te dis du coup à très bientôt. Merci à toi, Louise, et merci de nous donner à tous l'opportunité d'en parler. Parce que comme tu dis, c'est un sujet dont on parle pas beaucoup, alors que il y a tant à dire et tant de chemins. Il y a autant de chemins que de personnes adoptées, donc c'est bien que tout le monde ait la parole pour en parler.